Donc pour cette rencontre texto, j'ai le grand plaisir de recevoir Grégoire Bouillet. Alors Grégoire Bouillet, il est né en 1960 à Tizi Ouzou et il nous avait habitués à des livres très courts. Son premier livre, Rapport sur moi, était publié chez Alia. Il a eu le prix de Flore et c'était un livre autobiographique très court où il revenait sur son enfance, ses parents et des épisodes assez confus de sa vie, confus ou très clairs, je ne sais pas comment il faut dire, où il s'était pris pour un personnage de l'Odyssée. Et ensuite, il a publié 2 autres ouvrages, toujours autobiographiques, très courts, L'invité mystère et Cap Canaveral. Et à la rentrée 2017, il a pris tout le monde à contre-pied avec ce gros volume, le dossier M, livre 1, qui a eu le prix décembre 2017, et en janvier 2018, c'est-à-dire juste il y a un an, le dossier M2. Donc voilà, ça pose un écrivain. On a parlé d'une rentrée littéraire qu'il fallait peut-être mesurer au kilo. Il y a des journalistes se sont amusés à peser les livres, mais c'est plus que par son volume, c'est un roman enfin c'est pas un roman, c'est un livre qui compte. C'est une sorte d'encyclopédie du moi et d'encyclopédie du monde contemporain. C'est passionnant et il existe des extensions numériques du dossier M. Donc on peut trouver le dossier M sur Internet et on peut se reporter dans le livre à ces passages sur Internet. Donc c'est un livre en réalité augmentée ou un livre extrêmement contemporain puisqu'il se continue sur un dossier sur Internet. Alors Grégoire a eu la gentillesse de venir et il vous propose une sorte de lecture performance. Donc c'est lui qui va vous présenter les différents extraits, qui va vous lire. Et je voudrais juste vous raconter cette anecdote. Quand il y a eu une lecture par un acteur qui s'appelle Laurent Poitrenaud à la Maison de la Poésie. Je n'y étais pas, mais je l'ai entendue parce qu'elle a été rediffusée sur France Culture dans une fiction, dans une série fiction. Et le premier texte lu était un texte à la fois très tragique et pathétique, mais il y avait une dimension comique, et donc le public riait, et une dame s'est levée et a quitté la salle en disant « Je ne supporte pas cette lecture parce qu'il y a un homme qui meurt et vous riez ». Et Grégoire Bouillet a tenu à ce que l'intervention de cette femme soit gardée dans le montage. Et ça dit aussi quelque chose de sa démarche d'écrivain, des mélanges de tons, des mélanges de tonalités dans ses livres, où on trouve à la fois, au cœur du plus grand tragique de la mort, on trouve des passages comiques, comme si tout pouvait se fondre dans cette fameuse écriture du dossier. Alors je vous lis la 4e de couverture du dossier M pour vous mettre en appétit. Vous avez encore toute la vie pour lire le livre 1, le livre 2. Vous avez une longue vie devant vous. M comme une histoire d'amour, mais quand on dit ça, on n'a rien dit, ou alors il faut tout dire. Et vous savez, tout dire, c'était un des mots d'ordre de Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions. Tout dire. Voilà. Je vous laisse la parole, Grégoire. Merci. Bonjour, donc. Donc ça va être évidemment, vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas lire l'intégralité. Ça va être juste des extraits, des passages, pas forcément les plus représentatifs, parce que le livre est aussi dans un souffle et dans une continuité, évidemment. Mais bref. Niveau 9. On ne parle pas impunément de certaines choses. Non parce qu'elles seraient tabous, non, c'est juste que certaines choses nous laissent interdits, nous laissent sans voix. Certaines choses sont si opaques qu'elles ne laissent pas passer la lumière du langage, pas un mot. Elles se tiennent dans le silence, debout, immobiles, granitiques, braquant fixement leurs yeux de sulfure sur nous, et impossible de les déloger, impossible de leur faire cracher le morceau, et ainsi nous reste-t-elle indéfiniment au travers de la gorge. Et s'il me faut retenir une leçon du suicide de Julien, ne serait-ce qu'une seule, la dernière, promis, c'est que certaines choses nous intiment la parole bien plus qu'elles nous intiment le silence.
Sauf que ces choses-là ont un prix. Ces choses-là ne se payent pas de mots. C'est nous qui devons payer un minimum de notre personne si nous voulons qu'elle desserre un minimum les lèvres. Il nous faut les prendre à notre compte, faute de quoi tout ce que nous disons sonne faux, sonne creux, oscille entre platitude et cynisme, devient spectacle, reste emmuré. Hier, on m'a parlé d'un documentaire sur les gens qui ont été irradiés à Tchernobyl. On m'a dit, ce documentaire, il était très émouvant, il était très beau. J'ai pensé, c'est ça qui ne va pas. Des gens se font irradier et à la fin, on dit que c'est un beau film. J'étais encore dans un drôle détail hier soir. En même temps, le silence n'est pas une option. Oui, mais si le langage est le propre de l'homme, qu'il le prouve, et prouve-le toi-même, et boudu. Fais mieux si tu peux, me suis-je rionné. J'étais vraiment dans un drôle détail hier soir. Que chacun tente de dire ce qui, ayant été vécu et éprouvé, le touche personnellement de près, au cœur, et il verra bien. Il se prendra la pauvreté du langage entre les dents. Il comprendra sa fatuité. Il verra du sable sortir de sa bouche. Il entendra le ricanement des mots persiflés entre les lettres. Il percevra l'effroyable amertume de ce dont il essaie de parler. Je sais aujourd'hui que si je parle, c'est à partir de l'impossibilité du langage et non à partir de la possibilité du langage. Je parle du fait que nous sommes sans langage. En plus d'être sans destin et sans qualité, nous sommes sans langage. Ce qui, pour quelqu'un qui n'a que les mots, ne facilite pas les choses. Bien sûr, je pourrais faire comme s'il n'y avait aucun problème, que tout était cool, zen, relax, que Julien ne s'était pas suicidé après que j'ai couché avec sa femme. Et par parenthèse, celle-ci n'avait rien à voir avec M. Ce qui est encore plus débile à la réflexion, tellement quoi. Mais je ne peux pas me taire, je ne le veux pas. Pas sans avoir d'abord énoncé le problème. Quoi d'autre? Ah si, j'en connais un qui, prenant la parole au Sénat, la garda le plus longtemps qu'il lui fut possible, jusqu'à l'extrême limite de ses forces, parlant debout à la tribune 24 heures durant, sans discontinuer, sans s'interrompre, sans reprendre son sou, sans boire ni manger, parlant de n'importe quoi s'il le fallait, afin de faire obstruction au mensonge. Faire obstruction au mensonge. Voilà l'idée. Hier comme aujourd'hui, hier comme ce soir. Si on ne connaît pas la vérité, au moins connaît-on le mensonge, et c'est un début. Je n'en vois pas de meilleur. Niveau 2. M, comme le vin qui fait découvrir le vin. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Un jour, on boit un vin qui fait découvrir le vin. On avait déjà bu du vin. On en appréciait certains et moins d'autres. On n'avait rien bu, on le découvre ce jour-là. Ce jour-là, un vin nous fait découvrir le vin et c'est inoubliable. C'est une révélation pour la vie. On se rappelle ce vin toute sa vie. On garde son goût intact et il devient notre goût. Son nom et son millésime sont maintenant les nôtres. C'est une expérience fondamentale à notre niveau individuel des choses. Ce vin nous a ouvert les portes d'un monde que nous ne soupçonnons pas. Il nous a ouvert les portes d'un paradis sur terre. Ce vin n'est pas simplement du vin, il est le vin qui fait découvrir le vin. Il est l'éternité allée, avec sa robe, sa longueur en bouche, ses arômes, ses notes, son corps, son âme. Il est désormais notre étalon. Notre barre la plus haute. Un secret nous a été révélé et nous mourrons en emportant avec nous la saveur de ce vin qui nous fit découvrir le vin, ou nous ne mourrons jamais. Un jour, on mangeait une huître qui fait aimer les huîtres. Enfant, on n'aimait pas les huîtres, on trouvait ça dégueulasse, visqueux, dégoûtant, répugnant, en plus c'était vivant. On pensait, comme Jonathan Swift, qu'il était bien hardi, le premier qui avait osé manger une huître. Il était fou, il devait sacrément crever la dalle, ou on l'avait forcé. Et voici qu'une huître nous fait aimer les huîtres. C'est une illumination, on ne s'en lasse plus, on a l'impression de n'avoir jamais rien mangé d'aussi bon. On ne comprend pas comment on pouvait ne pas aimer les huîtres. Que nous est-il arrivé? On ne le sait pas, c'est un mystère. Un jour, on lit un livre qui fait découvrir la littérature. On entend une chanson qui fait découvrir la musique. On voit un tableau qui fait découvrir la peinture. On assiste à une corrida qui fait découvrir la corrida. On aime un être qui nous fait découvrir l'amour. Et dans mon cas, ce fut M. J'avais aimé auparavant, mais c'était auparavant. Je n'avais rien vu de l'amour. Je n'imaginais même pas, je parlais sans savoir. D'où vient ce vin qui fait découvrir le vin?
Pourquoi celui-ci et pas un autre? Qu'a-t-il d'unique? Qu'exige-t-il de nous? Aime comme quoi? S'il y en a qui veulent intervenir, poser des questions entre les extraits, c'est open. Je préfère le dire. Niveau 6. Il est rare que l'on gagne à connaître quelqu'un. Tellement ce que nous apprenons sur son compte le fait irrémédiablement exister contre l'idée que nous nous faisons de lui d'après ses apparences, qui, tant qu'elles nous éblouissent, nous le font exister à nos yeux, sans son consentement, à notre aune, pour notre bon plaisir, jusqu'au moment où, commençant à percevoir la personne dans ses apparences, commençant à la sentir remuer et s'agiter et faire de grands gestes, au point que nous ne pouvons plus ignorer sa présence dans l'image que notre désir s'était plus à former, il nous faut soudain déchanter. Il nous faut couper net l'élan qui nous portait vers cette personne que nous avions, d'un coup de balette solipsiste, confondu avec le meilleur de nous-mêmes, et vers qui nous n'aurions jamais fait un pas si nous ne l'avions justement pas confondu avec le meilleur de nous-mêmes. Et un fossé se creuse alors. Une séparation a lieu, et elle a lieu en nous. Un conflit s'instaure et il s'ébruite en nous. Et de ce conflit, nous sortons toujours vaincus et malheureux, toujours. Car entre nous et l'autre, il nous faut faire un choix que nous ne voulons pas faire, que nous ne pouvons pas faire, qu'il nous est impossible de faire parce que dans l'un et l'autre cas, nous perdons quelque chose de précieux et... Pour le dire autrement, je ne pense pas être le seul, au sortir d'une première rencontre pleine de grâce, d'un rendez-vous qui nous a laissé, le mot amoureux ici, le goût du miel en tout cas, le sentiment qu'on vient de rencontrer quelqu'un et c'est comme une lumière qui vient de s'allumer dans notre existence, comme si le bonheur, soudain, peut-être, il n'était donc pas trop tard, ce n'est pas trop tôt. Mais voici qu'on rentre chez soi. Voici qu'on prend un taxi et à l'arrière du taxi qui nous ramène chez nous dans la nuit, voici qu'on se remémore la soirée. Voici qu'on fait le bilan de la soirée. Le bilan, oui, ce mot-là. Car une fois seul, nous commençons indiciblement à peser le pour et le contre. Quand bien même nous venons de rencontrer quelqu'un au sens le plus fort du mot rencontre et du mot quelqu'un, nous commençons à le jauger, nous commençons à le contester. C'est plus fort que nous. Nous mettons un instant nos sentiments en veilleuse pour froidement examiner la situation au mieux de nos intérêts, nos fameux intérêts. Nous savons que l'autre nous a plu, mais nous discernons maintenant de petites choses qui clochent chez lui. Nous commençons à grimacer dans le noir. Nous nous rappelons que l'autre est végétarien. Bon, c'est un exemple, hein. Nous ne sommes pas sûrs d'aimer ça, même si pour l'instant nous trouvons cela charmant, mais nous nous demandons jusqu'où cela pourrait poser un problème. Ou bien l'autre habite à l'autre bout de la ville et ça fait chier, ça tombe mal. Nous mesurons l'inconvénient qu'il y aura de devoir traverser à chaque fois toute la ville pour se voir. On se sent fatigué d'avance. Il ne pouvait pas habiter plus près, quelle idée d'habiter si loin, voilà qui complique tout, merde alors. Et si l'autre aime Céline Dion ? Alors là, c'est la cata. C'est cuit d'avance, car on parle ici d'un rapport musical au monde, et cela va bien au-delà de Céline Dion. On parle ici d'une incompatibilité proprement existentielle. Or, cela ne loupera pas. Un jour, Céline Dion et tout ce qu'elle signifie se dresseront devant nous, et comme des ultrasons vont éclater un verre de cristal, l'histoire d'amour explosera sous l'effet perforant de décibels inaltérables, et pas Céline Dion, pas ça, par pitié. On se rappelle aussi ce truc physique sur le bras ou dans le cou. C'est un autre exemple. Sur l'instant, on n'a rien dit. Mais on a bien vu, et on y songe maintenant avec une certaine répugnance, parce que ce truc physique, beurre, poids, caca, on se sent tout à coup moins attiré, moins enclin, on préférait ne pas y penser, on s'en veut d'y penser, mais on y pense bel et bien. On se demande si cela ne sera pas rédhibitoire un jour. On se pose la question à l'arrière du taxi en regardant défiler la nuit à travers la vitre. Et cette lutte avec soi-même est déjà une défaite. Sans parler du reste. Si l'autre gagne correctement sa vie, par exemple. C'est un dernier exemple. Parce que ce n'est pas la même histoire s'il est au chômage. Ce ne sont plus les mêmes sentiments. Et non, imperceptiblement, le conte de fées en prend un coup. Et à quoi tiennent les sentiments, finalement ? On se pose la question, malgré soi, à l'arrière du taxi, même si on n'en est pas fier. Qui aime l'esprit de boutique chez lui ?
Pour ne citer que quelques exemples, nullement exhaustifs, tant s'en faut, la liste des grains de sable est infinie, entre plage et désert, chacun les siens. Mais ainsi sommes-nous, une fois seuls, une fois redevenus nous-mêmes, exclusivement nous-mêmes et mesquinement nous-mêmes, nous grimaçons. Nous devenons réfractaires. Nous retrouvons notre côté Pierre, l'autre a beau nous avoir réjouis, nous nous sentons maintenant moins enthousiastes, un tantinet dégrisé, limite refroidis, à force de mesurer les écarts à l'idéal, de constater les interférences sur la ligne, cette friture de l'autre. Sans pour autant remettre en cause les délicieux instants passés avec lui, l'attirance éprouvée, l'histoire qui se dessine, mais la relativisant désormais. Voyant à présent le tableau dans son ensemble et l'accrochant à son mur pour voir s'il rend bien ou pas tant que cela, le mettant en perspective, selon l'idée acquise que des espaces infinis peuvent être évoqués dans un espace réduit, démoniaque s'il en est, si on y réfléchit, et pas seulement à l'arrière d'un taxi. Mais il est trop tard. Une brèche est ouverte, nous sommes retombés par terre et à l'arrière d'un taxi, nous nous mordons les lèvres, nous nous rongeons un ongle, nous nous arrançons 3 cheveux, nous nous sentons piégés, absurdement dépités, obscurément soulagés aussi. Oui, soulagés, tout au fond de nous. Comme après la lecture d'un bon livre. On se dit qu'il ne s'agit finalement que de littérature, que ce que les mots ont remué en nous, cette flamme qu'ils ont allumée et qui pourrait se propager jusqu'à incendier notre existence, nous pouvons l'éteindre, nous l'éteignons, en nous disant qu'il ne s'agit finalement que de littérature. Ouf, on l'a échappé belle. On se dit qu'on pourra lire un autre livre. On se dépêche d'ailleurs de lire un autre livre pour enterrer l'émotion sous une nouvelle. Ouf, c'était moins une. Mais tu es arrivé chez toi, tu payes le taxi, tu tapes ton digicode, tu pousses la porte, elle se referme lourdement derrière toi comme si c'était sur ta vie. Tout le monde a déjà vécu de tels instants. Je suis prêt à en prendre le pari. Et rencontrant M, je n'allais pas faire l'étonner si je tombais sur un os. Je n'allais pas m'écrier « Oh, un os, ça alors, qui l'eût cru, quelle surprise !» Alors que nous sommes constitués de 206 os, depuis le minuscule étrier situé dans l'oreille moyenne jusqu'au long fémur caché dans le gras de la cuisse. À un moment donné, on tombe forcément sur un os quand on rencontre quelqu'un. C'est inéluctable. Et l'os de M, je le vis tout de suite venir, et plutôt 3 fois qu'une. Avant même de savoir si elle aimait Céline Dion ou pas, je sus à quoi je devais m'attendre avec elle, plus ou moins. J'ai une vision assez nette des complications à venir, des difficultés ici et des obstacles là. Des bâtons bien merdeux dans la rue de notre fortune. Oh oui, je compris ceci et cela, et encore ceci qu'il me faudrait affronter si je voulais donner une chance à ce que j'imaginais déjà être notre histoire de M. Pas la peine de me faire un dessin. Dans un de mes petits carnets, j'ai noté un jour, ouvrez les guillemets, qu'avons-nous de si exceptionnel les uns et les autres, de si prestigieux, pour que l'un de nos semblables, quelqu'un fait de la même viande et tombé pareillement d'un vagin, voué tout autant à la décrépitude et au néant, puisse tout à trac, comme ça, d'un coup de baguette magique, du seul fait que nous serions qui nous sommes, nous trouver dignes d'intérêt. Puisse poser ne serait-ce qu'un regard sur nous, sans y mettre un peu, beaucoup, passionnément à la folie du sien. Alors qu'il suffit de se regarder dans une classe. Qui voudrait de soi s'il se rencontrait ? Non mais franchement, sachant ce qu'il sait de lui, sachant tout ce qu'il sait sur son compte. On entend une mouche, je crois. Je crois qu'il y en a une. Des gens ont déjà vécu ce genre de situation ? Oui ? Apparemment, non. Niveau 20. Je me rappelle que M disait comme tout le monde aujourd'hui, disait elle aussi, je veux profiter. Je veux profiter de mon stage, des vacances, de la vie, etc. Profiter. Profiter. Mais bien sûr, mais comment donc ? Pas de problème, c'est tout naturel.
Profiter ne coûte pas plus cher, prétend actuellement une publicité sur les murs de Paris. Putain de zob. Mais on profite toujours de quelqu'un ou de quelque chose, c'est-à-dire à ses dépens. Profiter signifie tirer un bénéfice, cela suppose léser l'autre. Rien à voir avec savourer, par exemple, ou avec apprécier. Chaque fois que j'entends dire, et c'est 10 fois par jour, ouvrez les guillemets, on en a bien profité, ou allez, profite bien, ou fin du fin, il faut profiter. Je me crispe, je me cabre intérieurement, je deviens tout rouge, je voudrais que ce mot, et le monde qui en a fait son mot d'ordre, disparaissent du dictionnaire. Comme tout le monde aujourd'hui, elle me disait aussi, je gère. Le boulot montant mes émotions. Et moi, de grincer pareillement en silence de l'autre côté du bureau, dans la galaxie la mienne, comme des fausses notes vibrant sourdement dans l'air, des corbeaux s'attroupant au-dessus d'un champ de tournesol. Il y a 30 ans, personne ne disait vouloir profiter de ses vacances, de la vie, des bonnes choses, etc. Il y a 20 ou 30 ans, personne ne disait qu'il gérait ses émotions, son temps, etc. On aurait ri de soi si on s'était entendu parler. On se serait donné des gifles. Je le sais, j'y étais. J'ai vu cette évolution du langage dans la foulée de Dallas au niveau individuel de chacun, dans ma propre bouche aussi. Et oui, hélas, à force de subir moi aussi la pression, de baigner dans le même jus. L'autre jour, à la supérette du coin, un type a prévenu sa copine, manifestement sa copine. « Tu t'occupes des légumes, moi je gère le beurre. » Je gère le beurre. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il disait. Sa copine non plus. Elle avait compris le message. Elle avait reçu 5 sur 5. Tout était normal, comme une certitude de parler la langue d'aujourd'hui. Lorsqu'on devient si contemporain, il est déjà trop tard. On ne peut plus rien refuser. On n'a déjà plus de nom. On est indifférencié. Putain, comme cette époque besogne vite, pas seulement à travers des images, mais également au travers de simples petits mots qui n'ont l'air de rien. Pour ma part, savourer les bonnes choses de la vie n'est pas profiter d'elles. Cela n'a rien à voir. La saveur n'est pas un profit. Idem avec apprécier, goûter, jouir, etc. Chacun de ces termes traduit une nuance, une subtilité, un rapport personnel. Ils ne furent pas inventés pour rien. Mais pourquoi s'embêter ? Si un seul verbe, aussi impersonnel soit-il, précisément parce qu'il est impersonnel, permet de faire l'économie de 10 autres qui, comme par magie, se trouvent congédiés, j'allais dire licenciés. Si un seul verbe s'avère d'une rentabilité maximale, ne permet plus de penser autrement que dans le format voulu. Sachant que la langue préfigure toujours un passage à l'acte. On commence par dire qu'on veut profiter de la vie, on continue en disant qu'on gère sa vie, et que dira-t-on ensuite ? Que fera-t-on ensuite ? Quelle est l'étape suivante ? Attendez. Qui a dit « Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. » Alors ? Non, personne ne voit ? Réponse, Joseph Goebbels. Tout le monde voit qui est Joseph Goebbels ? C'était le ministre de la culture de Hitler. Tout le monde voit qui est Hitler ? Non, mais vous rigolez, mais de moins en moins de gens savent qui est Hitler et ce que ça a produit. C'est lui qui a ordonné qu'on brûle les livres, et puis les juifs, et puis... Ok. Cet appauvrissement de la langue, cette volonté de l'appauvrir. Dans mes mauvais jours, je me dis qu'il marche sur les traces du projet nazi. Je me dis qu'il fait passer en douceur le projet économique dans l'intimité des pensées de chacun, le rendant notoire, aussi bien au café que sur l'oreiller, dans les urnes comme dans les supérettes. Tellement familier que ce projet devient lien social entre les individus, devient ce qui médiatise les rapports humains, jusqu'à devenir invétéré, pleinement envisageable, dans les mots, puis dans les consciences, et au bout du compte, fatidique et inéluctable dans la réalité que fabrique justement cette langue. Sans que plus rien ne puisse s'opposer à elle. Car avec quel mot pourra-t-on alors la contester ? Dans quelle langue ? Dans quelle langue ? Niveau 16. Dans les années 60 et 70, les époux Harlow, Harry et Margaret Harlow, ça fait rire Anne,
Ils menèrent des expériences demeurées célèbres sur des petits singes de l'espèce macaque rhésus, avec l'objectif avoué, mais on n'est pas forcé de les croire, d'étudier l'importance des interactions physiques directes dans le processus de socialisation à travers l'attachement à la mère. Ce qui, 3 décennies durant, leur valut d'importants crédits de la part de l'administration américaine. Ouais, 3 décennies durant. En pratique, il s'agissait de soumettre de petits singes à des expériences de privation maternelle via tout un tas de dérèglements sensoriels et d'observer ensuite les troubles qui en résultaient. Les dégâts possiblement symptomatiques et catastrophiques. Pour ce faire, les époux Harlow imaginèrent un certain nombre de protocoles au nom évocateur, par exemple isolement partiel ou total, les troubles apparaissant plus sévères lorsque l'isolement était total, et quelle surprise. Par exemple, l'expérience dite puits de désespoir. C'est ce protocole que je préfère. L'expérience consiste à arracher un petit singe macaque à sa mère sitôt après sa naissance et à étudier ses réactions si on lui présente à la place un chiffon, une éponge, une grande structure métallique, celle-ci baptisée mère fil de fer. Dans ce dernier cas, le petit singe va-t-il se précipiter vers ce substitut de métal, parce que c'est la seule mère dont il dispose, fut-elle fil de fer? Va-t-il plutôt se détourner, pas dupe, et réclamer sa vraie mère? Son affection pour elle va-t-elle s'en trouver amoindrie, dénaturée? Comment va-t-il se comporter? Comment va-t-il régler son besoin d'amour? Suspense, hein? Sacré suspense. Il se trouve que le petit singe, d'abord terrorisé, finit par se blottir tendrement contre la carcasse métallique, l'enlaçant comme si c'était sa vraie mère, se pelotonnant absolument contre elle comme s'il ne faisait pas vraiment la différence, parce qu'il n'a pas vraiment le choix non plus. Hein. Et si on soumettait maintenant le petit singe à quelque chose de vraiment effrayant, s'enthousiasme Harry dans une des vidéos que lui et sa femme tournèrent à l'époque. Oh oui, et si la structure métallique, au moment où le petit singe cherche à se blottir contre elle, crachait du feu? Mais quelle excellente idée, quelle splendide expérience, hurrah, youpi, car il fallait être sûr de la solidité de cet attachement de l'enfant pour sa mère. Il fallait en avoir le cœur net, il s'agissait de science. Il s'agissait de savoir jusqu'où le contact sensoriel était primordial dans le processus de socialisation d'un petit singe. Ainsi fut fait. On arracha un autre petit singe à sa mère naturelle, et sacré vénard qu'il était, on le fit entrer dans la pièce où la mère cracheuse de feu avait été disposée. Celle-ci cachant toutefois bien son jeu à ce moment-là, elle ne crachait le feu que si le petit singe s'approchait d'elle. Si c'était lui qui provoquait la réaction de rejet, qui allumait le feu maternel, lui et son fichu besoin d'amour qui était coupable finalement, comment allait-il réagir ? Le suspense était vraiment insoutenable. Hein. Les époux Harlow retenaient leur souffle derrière la vitre, leur caméra n'en perdait pas une miette. Cette fois, c'était du sérieux. Cette fois, ce n'était pas une rébarbative structure métallique que le petit singe allait devoir braver pour obtenir amour et tendresse. Cette fois, sa mère allait cracher le feu lorsqu'il s'approcherait d'elle. Elle allait lui balancer toute sa purée dès qu'il cherchera à se blottir contre elle et à l'enlacer de toutes ses forces pour qu'elle le protège de tout son amour. Ah, il ne s'attendait pas à ça, le petit singe. Hein. Il n'avait jamais envisagé que sa mère puisse être un lance-flamme. Surprise, surprise. Que croit-on qu'il se passa? À votre avis? Le petit singe s'est-il jeté dans les flammes et il a fini grillé comme une côtelette? Sous les yeux émerveillés des époux Harlow, l'amour pour la mère est-il à ce point irrémédiable? Notre besoin de tendresse est-il si ancré et immense que nous pouvons lui sacrifier notre corps, notre vie, tout? À votre avis? Bon, je vous donne un indice. Les époux Harlow ont conclu de cette expérience qu'autrui est essentiel, mais pas à n'importe quel autrui. Ça vous fait pas rire, moi si. À part ça, elle leur avait fait quoi, leur maman, aux époux Harlow? Je regarde l'heure. 38, encore un petit peu de temps. Il y a même seulement 38. Pardon? Il y a 48, il est 38. 38, cool. On continue ou on arrête? Ok. Mais si vous avez déjà des questions ou des remarques, Ouais.
Des critiques aussi, hein. Niveau 4. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une jeune femme dans un bar. Cela faisait longtemps que cela ne m'était pas arrivé et nous partagions la même soucoupe de chips au comptoir et entre nous, la conversation s'engagea comme s'engagent parfois les conversations dans un bar. L'ambiance était calme et l'éclairage si velouté qu'il adoucissait aussi bien nos contours que nos propos. Parfois, une mèche de ses cheveux tombait sur sa joue et elle la remettait machinalement en place sans s'apercevoir de la grâce de son geste. Elle avait un joli sourire très franc, très lumineux. Je lui donnais un peu plus de 30 ans, elle me semblait le parfait type de l'esclave libéré. Nous étions à l'approche de Noël et les serveurs portaient un bonnet de Père Noël. C'était ridicule, mais cela mettait néanmoins une bonne ambiance. Après avoir échangé quelques banalités sur Noël, fallait-il dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas, patati patata, elle se rappela soudain, ah oui, c'est drôle qu'elle se rappelle ça, elle avait oublié, elle avait 5 ou 6 ans alors. Son école maternelle avait organisé le traditionnel goûter de Noël et toute sa classe avait été emmenée dans le préau et sur l'estrade, surprise, il y avait le Père Noël. Avec son costume rouge, sa grande barbe blanche, tous les déguisements. Sauf que c'était Madame Partot. C'était sa maîtresse. Elle l'avait tout de suite reconnue. Elle s'était criée « Mais c'est Madame Partot! C'est pas le Père Noël, c'est Madame Partot !» Surgissant dans son dos, un maître s'était précipité et sur sa bouche, il avait rudement mis son doigt en lui ordonnant de se taire. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, elle racontait n'importe quoi. « Mais si, c'est Madame Partot, c'est Madame Partot !» Elle insistait, elle trépignait d'excitation, elle était ébahie d'avoir reconnu Madame Partot. En même temps, elle ne comprenait pas pourquoi sa maîtresse était déguisée en Père Noël, c'était bizarre. Le maître l'avait alors rudement saisie par le bras et il l'avait sortie du préau sans ménagement pour la mettre au piquet dans un coin. Elle comprenait aujourd'hui pourquoi, mais sur l'instant, elle n'avait pas compris. Ni la violence avec laquelle le maître l'avait sortie du préau, ni qu'elle se retrouve au coin et privée du goûter de Noël. Alors que c'était bien Madame Partot. C'était vraiment elle. C'était la vérité. Alors qu'elle voulait seulement qu'on lui explique pourquoi Madame Partot était déguisée en Père Noël. C'était ça qu'elle ne comprenait pas. Quelqu'un pouvait-il lui expliquer? Une femme pouvait-elle être le Père Noël? C'était possible, mais non, elle avait été punie. Elle avait 5 ou 6 ans. Et elle était restée avec cette injustice sur les bras. Elle avait beaucoup appris à cette occasion sur le monde des adultes, sur le déni de réalité, sur l'impossibilité de dire la vérité, sur l'utilisation de la force pour protéger le mensonge, ce genre de trucs. Par la suite, j'ai beaucoup menti, me dit-elle en riant. Pas question de dire la vérité, j'avais retenu la leçon. On nous apprend tellement de trucs moches, c'est ce qui s'appelle la pédagogie noire. Et « Oh, voici mon rendez-vous » et de se détourner à cet instant vers un homme qui venait d'arriver. Il avait une tête sympathique et de lui dire non sur un ton de reproche mais de complicité amoureuse. « Alors, c'est à cette heure que tu arrives ?» Tous les deux d'échanger un léger baiser sur les lèvres, plein de pudeur, parce que j'étais là et qu'ils étaient en public, ce qui suggérait d'autant plus d'ardeur en privé, selon moi. « Je te présente monsieur qui a eu la gentillesse de me tenir compagnie, etc. » Bon, dommage. Plus tard, j'ai noté cette histoire pour ne pas l'oublier, en me disant qu'à l'origine de la culpabilité que nous éprouvons tous, il n'y a peut-être pas une faute que nous avons commise, mais une vérité que nous avons découverte et qu'on nous a fait ravaler de force dans la gorge. On va rentrer dans le dur, là. Je vous préviens. L'histoire avec M a eu lieu, on est dans le livre 2 maintenant. L'histoire avec M dont vous n'aurez rien su aujourd'hui. Hein. On est bien d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Je voudrais en savoir un petit peu quand même. Ah oui, mais là, si on rentre dans l'histoire, bon, ok. Non, je ne vais rien poser le temps manque, c'est-à-dire que si on commence à rentrer dans l'histoire de M, sur les sentiments amoureux,
la profondeur de ses sentiments, les scènes, etc. Là, on part vraiment sur autre chose. Donc là, j'ai pris juste une sélection de petits extraits rapides. Le suspense, le deuxième, découvert après. Oui. Ok. Niveau 11. Je vous pose la question. Comment dit-on « je t'aime » ? Je répète, comment dit-on « je t'aime » ? On peut le dire en anglais aussi. On peut le dire en anglais aussi. Alors je vais la reposer autrement. Vous souvenez-vous le jour, la minute, la seconde, la fois où vous avez dit « je t'aime » ? Comment était-ce ? Réussi ou avec le sentiment de n'avoir rien dit tellement ces mots ont trompé dans d'innombrables combines et on en a une conscience très claire et affreuse au moment de dire véritablement « je t'aime » et précisément à ce moment-là. C'est pourquoi on peut refuser de dire « je t'aime ». Le refuser absolument, par pure honnêteté, parce qu'il s'agit de mots sacrés. Ou alors, si risquant, malgré tout, en mettant tout son amour dans l'intonation de sa voix et dans l'intensité de son regard, dans l'espoir de dissimuler le faux du langage. Il faudrait des mots neufs. Il faudrait refonder le langage pour que, disant « je t'aime », on dise « je t'aime » et pas autre chose. Pour que, disant « je t'aime », l'autre n'entende pas autre chose qui, en sous-main, n'a rien à voir avec l'amour. Comme certains disent « je t'aime » et cela signifie sexe. D'autres disent « je t'aime » parce qu'ils en ont plein la bouche de dire « je t'aime », plein la bouche de dire « je t'aime », et peu importe si l'autre s'y laisse prendre. Sans parler de ceux qui disent « je t'aime » pour couper court et donner à l'autre ces mots suprêmes qu'il ne sera jamais là d'entendre, et qu'on n'en parle plus, on mange quoi ce soir, il y a quoi à la télé ? Ceux-là ne comptent pas, ceux-là font de la politique, ceux-là donnent à l'autre sa pitance d'amour. Je ne parle pas non plus de ceux qui réclament à tout bout de champ qu'on les aime, car ceux-là exigent d'être aimés avant que d'aimer. Toi d'abord et moi ensuite, ceux-là sont des épiciers. Non. Je parle de ceux qui, au moment où ils l'éprouvent, et parce qu'ils l'éprouvent, tentent de dire ce qu'ils ressentent d'unique dans une langue qui est à tout le monde, avec des mots qui ne sont à personne, en tentant de faire passer la pureté de leurs sentiments dans l'impureté de la langue, en tentant de renouer avec l'invention du langage. Oui, l'invention du langage. Car, à quoi bon avoir inventé des mots si ce fut d'abord pour parvenir à dire quelque chose d'aussi indicible que « je t'aime », pour, sans les mains, tendre la main et exprimer ce qui, tout au fond de soi, s'élance vers l'autre et cherche à s'étendre à l'infini, exige d'éclater au grand jour comme une force impossible à contenir, une lumière pouvant éclairer le monde, le meilleur de soi-même sans lequel notre espèce n'aurait jamais trouvé l'énergie de se dresser sur ses deux jambes et de cesser de se prendre pour un singe. Croit-on que le langage a été inventé pour dire « bonjour, bonsoir, on mange quoi à midi, il y a quoi à la télé ce soir, ne mets pas tes coudes sur la table, allez l'OM ». Non, laisse-moi rire. C'est parce qu'il y a un indicible, par définition, que nous ne pouvons pas garder pour nous et qu'il nous faut pourtant partager, et pour aucune autre raison. Et voilà une nouvelle théorie du langage qui me plaît bien. Parvenu à ce stade, j'aimerais qu'un génial inventeur mette au point une norme de compression littéraire, à l'instar de celle dont bénéficient les sons MP3, AC3, les images JPEG, TIFF et les vidéos MP4 à VDVX, car il n'y a pas de raison pour que les textes ne profitent pas d'un progrès technologique partout à l'œuvre qui, même en supprimant des harmonies qui font la différence, permettrait d'alléger ce que nous avons à dire, et dans mon cas, ce ne serait pas du luxe. Je serais plus à l'aise pour parler du jour où ma mère m'appela au téléphone pour me dire qu'elle m'aimait. Elle venait d'avaler une boîte de Lexomil, mélangée avec de l'alcool, et avant de mourir, juste au moment de mourir, elle avait pris son téléphone et elle m'avait appelé pour me dire qu'elle m'aimait. Elle voulait, juste avant de mourir, que je sache combien elle m'aimait. Elle tenait absolument à me le dire de vive voix, d'une voix mourante plutôt, que j'en sois bien convaincu après tant d'autres fois. Et comment dit-on « je t'aime » ? Comment on fait ses adieux ? Moi, au sans-coup, à l'autre bout du fil, totalement affolé,
tandis que sa voix partait dans les limbes, faiblissait affreusement, sa voix bourrée de l'exomile, que j'entendais tituber dans le combiné, buter sur les mots, se vautrer de tout son long dans le creux de mon oreille, devenir pâteuse et de plus en plus molle et pantelante dans le creux de mon oreille, de plus en plus faible et imperceptible, de plus en plus minuscule, infime filet de voix, simple souffle, absence de souffle, silence, maman, allô, allô, maman. Elle expirait à l'autre bout du fil et moi devenant fou à l'autre bout de la ville, moi volant en éclats, ne sachant plus que faire, comment la sauver. Je m'arrachais les yeux, je me cognais la tête contre le mur, comment pouvait-elle me faire ça? Comment la sauver? Car d'une part, je devais rester au téléphone pour la maintenir éveillée et qu'elle ne sombre pas, surtout pas. Mais d'autre part, il fallait que je raccroche pour prévenir les pompiers et vite qu'ils se précipitent, vite qu'ils défoncent la porte et la raniment en lui enfonçant des tuyaux partout et comment dit-on je t'aime? Pas comme ça, m'étais-je écrié en moi-même ce jour-là, et ce cri ne m'a plus quitté. Depuis ce jour-là, plus personne ne peut me dire « je t'aime » sans qu'aussitôt je serre les poings, grince des dents, gémisse tout au fond de moi, me blinde, appelle les pompiers. Qui que ce soit. C'est devenu une très mauvaise idée dans mon cas. La pire chose à me dire. Ce qui ne facilite pas les relations amoureuses, hein. Tellement je me crie dès qu'on me dit « je t'aime », devient granique, bloc de glace, boule de feu, sirène hurlant dans la nuit, devient pimpon. Tellement me dire « je t'aime » ressuscite une situation que je ne veux à aucun prix revivre, jamais. Une fois suffit, cette fois-là fut de trop, cette angoisse-ci fut trop folle. Alors que je veux bien qu'on m'aime, et aimerais évidemment me l'entendre dire. Mais pas si dire « je t'aime », loin de combler de bonheur, produit l'effet exactement inverse. Produit un sentiment d'insécurité et un sentiment de panique, un sentiment d'impuissance et un réflexe pavlovien de rejet. Et cela fait tout de même beaucoup d'embarras à la fois. Cela fait de moi un être. Comment dire? Comment dit-on à quelqu'un qu'on l'aime? Et comment se l'entendre dire? Donc vous confirmez que vous avez dit « je t'aime » hein, tous. Il y en a beaucoup qui ont dit « je t'aime » déjà. Et ça voulait dire quoi? Il y a de l'autocensure. Ouais. Niveau 6. Ce ne fut pas le seul effet, la disparition de M. Loin s'en faut. Il y eut bien d'autres conséquences, toutes plus turpides les unes que les autres, et par exemple, les vidéos porno. Plein de vidéos porno. Et oui, désolé, mille excuses. Il faut bien occuper son temps en prison. On a droit à 3 rouleaux de sopalin par jour. C'est bien 3 rouleaux. C'est cool de mater du porno dans sa cellule, allongé sur sa paillasse, pépère, tandis que le monde couine d'horreur de l'autre côté du mur. D'autant qu'on apprend plein de trucs qu'on ne soupçonnait pas. On réalise que si l'homme est quelque chose, il est plein de surprises, il est plein d'imagination. Ce qu'il est capable de faire est proprement hallucinant. Et je pense en particulier à cette vidéo où un pizzaiolo sonne chez M. Ok, ce n'est pas M. Je sais bien que ce n'est pas elle, mais la fille à l'écran fait drôlement illusion. Elle fait sacrément l'affaire, la ressemblance est frappante, ce n'est pas Dieu permis d'être à ce point à ton goût, et voyant cela, tu n'as pas à te forcer la main pour imaginer que c'est M qui ouvre au pizzaiolo, venu livrer une pizza au beau milieu de l'après-midi, et, contre toute attente, il y a un problème. Il semble que la commande ne correspond pas. Ce n'est pas une pizza avec des anchois que M a commandé. Elle n'aime pas les anchois, c'est dégoûtant les anchois, dit-elle en refusant la pizza sur le pas de la porte, vêtue d'un peignoir en soie rouge, car elle aime ouvrir aux inconnus en peignoir en soie rouge au beau milieu de l'après-midi.
Mais le pizzaiolo ne se démonte pas. Il affirme ne pas s'être trompé dans la commande. Impossible, c'est bien une pizza avec des anchois qu'il doit livrer à cette adresse. Et tandis qu'il argumente, il en profite pour entrer dans l'appartement et, pas gêné les gars, le voici qui se laisse tomber sur le canapé du salon avec le carton de la pizza posé sur ses genoux. Et M trouve qu'il ne manque pas d'air. Elle est ahurie par tant d'audace, son air furibard. Elle lui demande s'il a un problème, ce ne sont pas des manières, c'est son canapé, c'est le canapé sur lequel elle et son fiancé, elle et son mari, et bref, ce ne sont pas les affaires du pizzaiolo. Déjà qu'il a eu le culot de lui livrer une pizza aux anchois, c'est vraiment le bouquet, le monde part vraiment en couille de nos jours, et pendant un instant, j'ai l'impression de retrouver M telle qu'en elle-même, butée, rigide, flamboyante, s'énervant que les choses ne soient pas comme elles devraient l'être, et paniquant que la situation lui échappe, ce qui n'a pas l'air d'émouvoir le pizzaiolo. Affalé sur le canapé, les jambes prétentieusement écartées, il affiche un air goguenard. Il a un regard vicieux, suffisant. L'enfoiré exhale une fatuité aussi masculine qu'insupportable, et pour autant que tu comprends l'anglais, il se met à baratiner M. Il dit qu'elle a tort de ne pas aimer les anchois. C'est bon les anchois. C'est délicieux les anchois, elle devrait essayer. Peut-être a-t-elle eu naguère une mauvaise expérience avec les anchois, mais c'est du passé, elle doit aller de l'avant à présent. C'est bon les anchois, c'est délicieux les anchois. Il est temps qu'elle surmonte ses inhibitions, et devant ton écran, je me marre. Cet abruti ne connaît pas M. S'il pense pouvoir la convaincre avec une pizza, il se met le doigt dans l'œil. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il n'en a aucune idée, aussi faro soit-il. Il court droit à la catastrophe. Il va en prendre pour 10 ans et, avec ou sans anchois, il peut remballer sa pizza et se la bouffer tout seul, se la carrer où je pense, et je t'en fiche. Le pizzaiolo insiste. Il bonimente M tant qu'il peut. Il lorgne son pévoir qui, comme par hasard, s'entr'ouvre subrepticement à cet instant, dévoilant la naissance d'un sein qui fait gémir ta main en dessous de ta ceinture. Il dit qu'elle devrait goûter la magnifique pizza aux anchois qu'il a apportée. Et, ce disant, il tapote du plat de la main le carton de la pizza posé sur ses genoux, comme s'il disait à M de venir faire sisite à côté de lui. Et parfaitement gougnafié, vrai pignouf. Voici qu'il entrouvre le carton en disant à M de venir voir comme cette pizza aux anchois est appétissante. Il est sûr qu'elle va l'adorer. Allons, qu'elle vienne, viens mignonne, viens voir la pizza qui ce matin était éclose. Viens te rendre compte par toi-même, c'est sans danger, c'est sans douleur, viens mignonne. La pizza ne va pas te mordre et qu'elle écoute au moins tant que la pâte est encore chaude. Et le temps que M s'approche d'un air circonspect, plutôt à contre-cœur, le pizzaiolo a entièrement rabattu le couvercle de la pizza et... comment dire ? Les mots manquent ici. Tu voudrais n'avoir aucun mot tellement l'image se suffit à elle-même. Tellement la vision de la bite du pizzaiolo se dressant, raide et turgissante au beau milieu de la pizza par un trou pratiqué dans le carton et la pâte à fromage et la sauce tomate. Et voilà, c'est dit, ouf. J'espère n'avoir jamais à le redire. Il t'a fallu plusieurs jours pour effacer cette image de ton esprit. L'image d'une bite sortant tout érigée d'une pizza encore chaude dans son carton. Nom de Dieu, mais quelle folie! On dirait une fable des temps modernes. L'homme, la femme et la pizza. Nom de Dieu, tu as un léger problème aujourd'hui avec les pizzas. Tu n'arrives plus à t'ôter cette vision de la tête. Sans compter qu'il n'y a même pas d'anchois dans la pizza, pas la queue d'un. Ou alors, je n'y connais rien en anchois. Putain de stupéfaction et d'angoisse mêlée, je te revois cesser immédiatement de te palucher. En plein cœur, tu as reçu l'attaque de la pizza avec la... Tu n'en crois pas tes yeux. Tu hallucines totalement. Que des gens aient pu avoir une idée pareille et qu'il se soit dit que c'était une bonne idée. Tu n'en reviens pas. Qu'il l'ait réalisé, cela te sidère, cela t'anéantit. Qu'un assistant soit allé acheter une pizza 4 fromages taille XXL pour y pratiquer un trou au beau milieu et qu'un acteur, fût-il porno, hop, direct dans la pâte et le fromage et la sauce tomate au cœur de la pizza, l'enfilant par derrière. Putain, mais c'est qui ces gens? Ils votent? C'est toi qui as un problème ou c'est eux? Et je ne parle pas de la suite. Car dans la vidéo, on voit M et... Non, mais je ne vais pas raconter ça. La suite dans le livre 2. Vous voulez dans le même genre? Oui? Est-ce que vous avez vraiment été en prison? Si moi j'ai été en prison? Pourquoi tu me poses cette question? Ce que vous avez dit dans le début. Les sentiments peuvent te mettre en prison. C'est pas du tout la même prison que quand tu commets un... Mais
Non, non, mais c'est une bonne question, c'est vrai. Il peut y avoir un doute, quoi, si t'as... Bien sûr. Niveau 17, le dirais-je? Depuis M, tout m'énerve, tout me vrille les nerfs, tout m'explose à la figure. Je ne supporte plus la moindre contrariété. Et par exemple, hier, je vais pour m'acheter un pain au chocolat. Et au moment d'entrer dans la boulangerie, je m'efface pour laisser passer une dame âgée et arrive à la caisse. Je te le donne en mille. Cette vieille peau prend le dernier pain au chocolat qui restait. Elle me le pique sous le nez. Mon pain au chocolat, pas gêné la vioque, comme si je n'existais pas et que je n'avais pas assez souffert dans ma vie. Mais où va le monde? Alors que j'avais terriblement envie d'un pain au chocolat. Je m'en faisais une joie et zob le pain au chocolat dans mon cul. Tu aurais vu ma tête. J'allais prendre quoi maintenant? Un croissant aux amandes, un pain au raisin. Mais je n'avais pas envie d'un croissant aux amandes ni d'un pain au raisin. Je voulais un pain au chocolat. Je voulais mon pain au chocolat. Ça n'était pourtant pas compliqué. Je ne demandais pas la lune. Quel enfer que la vie sur Terre. Quel aplomb cette mémé. Ça ne suffisait pas qu'elle prolonge son existence jusqu'à l'indécence. Fallait encore que ce soit au détriment des autres. Elle avait fait quoi dans sa vie? Elle faisait quoi pendant l'occupation? C'était vrai ce mensonge alors que j'étais arrivé le premier dans la boulangerie? Mais non. Il avait fallu que je fasse le mariole et que je laisse passer cette vieille carne, comme si cela allait me valoir une place au paradis. Et toute la journée, j'ai ruminé mon inconséquence. J'ai mangé mon chapeau toute la journée au lieu du pain au chocolat dont je me faisais une joie. Mais quel con, quel sinistre abruti. Cela m'apprendra. On veut faire le bien et il se retourne contre vous, souligné 10 000 fois. Avant M, je n'aurais pas accordé un neurone à cette piqûre de moustique. Mais prenez donc, madame, aurais-je dit à la vioque, pas de problème, je vous assure, j'insiste, cela me fait plaisir, le bon Dieu me le rendra, ou il me le rendra pas, on s'en fiche. Mais oui, allez-y, ma petite bande, c'est de bon cœur. À votre âge, vous l'avez bien mérité. On s'en fiche si vous avez fricoté avec les cheleux, c'est du passé tout ça, tout le monde collabore aujourd'hui, pas de problème. Vous savez quoi? J'ai toute ma vie pour manger des pains au chocolat, si vous croyez que je n'ai que ça à penser. Avant M, j'avais bien d'autres choses à penser qu'aux misérables contingences de l'existence. Je n'y pensais pas du tout. Elle ne m'avilissait aucunement. J'étais largement au-dessus de ça. À l'époque, j'étais un peu comme Montaigne, livre 3, chapitre 8, lorsqu'il dit que nulle créance le blesse, quelque contrariété soit la sienne. Ce n'est plus du tout le cas. Hein. C'est même tout l'inverse. Bon, je ne suis pas Montaigne, ok. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais ce n'est pas une raison non plus. Niveau 9. Lorsque je ne regarde pas des vidéos qui me traumatisent, je cherche l'aventure. Je veux dire, je recherche des aventures d'une heure ou d'une nuit, parfois de plus longue haleine, mais pas beaucoup plus, car mes nerfs ne le supportent pas. Que crois-tu? Que j'allais entrer dans les ordres après M? Mais c'est avec elle que j'étais entré dans les ordres, et je n'allais pas me priver de rencontrer d'autres femmes pourvu qu'elles veuillent de moi, et sur ce point, fasse mentir M. La fasse mentir absolument. Et par exemple, il y eut celle qui s'appelait F. Disons F. F comme Fanny. Parce que j'étais Fanny dans ma vie à cette époque et que l'embrasser donnait un tout petit peu cher à une expression qui dépasse largement la pétanque. Ok, c'était un dimanche matin, nous étions au lit, nous étions nus, tout se passait bien, lorsque Fanny reçut un SMS. Et comme tant de gens, comme l'immense majorité des gens aujourd'hui, elle se précipita pour vérifier qu'il lui envoyait un SMS un dimanche matin. Elle n'avait pas pu s'en empêcher, des fois que quoi? Sur l'instant, cela m'agaça prodigieusement qu'elle se précipite sur son téléphone portable, me plantant là comme si je n'existais plus soudain. Comme si je valais moins qu'un SMS et que c'était moi qu'elle mettait en attente. Et je faisais quoi en attendant? Je faisais quoi? Alors que, bien évidemment, ce SMS ne présentait aucun caractère d'urgence, ni même la moindre importance, bien sûr que non. Je précise que ce n'était pas la première fois, c'était tout le temps. C'était au point où je me crispais dès que son téléphone se mettait à vibrer et de son sac que commençaient à monter les premières notes de « foule sentimentale ». Car telle était la sonnerie de son téléphone portable
Pourquoi cette chanson? Pourquoi Foule sentimentale? Quel était le message? Bien avant de savoir qui lui téléphonait, elle répondait à l'appel de la foule sentimentale et c'était comme un aveu qui m'horripilait. Comme si c'était moi qui avais un problème et non pas elle et sa façon parfaitement aliénée d'être moderne. Mon Dieu, elle ne pouvait pas changer la sonnerie de son téléphone, au moins ça, mettre un truc neutre qui ne bouffait pas les neurones ni ne renforçait le conditionnement. Merde, putain, cela me déprimait totalement de voir combien, à ses yeux, la certitude de ce qui était, moi, elle, nous deux, au lit, un dimanche matin, ne pesait pas lourd face à l'incertitude de ce qui n'était pas. Fragile est le présent. Il est une construction infiniment délicate. Il est conquête de haute lutte sur le monde. Et en tant que tel, il ne méritait pas d'être soufflé comme la flamme d'une bougie par une chanson qui, à force d'avoir eu du succès, infligeait désormais un désir qui affligeait. C'est pourquoi, ce dimanche matin, je n'hésitais pas. Je lui arrachais des mains son téléphone portable et me jetais sur elle pour la chatouiller, la secouer, la malaxer, la balloter comme une chifle, la mordre et la lécher et la fesser. Et de fil en aiguille, lui faire bouffer son damné téléphone portable. « Ah, tu l'aimes ton Nokia, hein ?» rugissais-je en souriant. « Ah, tu l'adores ton gros Nokia, eh bien bouffe-le, mais bouffe-le donc !» Et moi, d'écraser son corps de tout mon poids, tandis qu'elle se tortillait, rigolait, gigotait comme une folle pour tenter de se dégager. Et une chose en entraînant une autre, l'excitation venant. Je lui fourrais son téléphone portable entre les cuisses et commençais à le faire glisser au bon endroit. Ni une ni deux, je me mis à la caresser avec son gros Nokia, puisqu'elle aimait tant que ça, ben voyons qu'elle l'aime jusqu'au bout, qu'elle l'aime pour de bon. Et une chose en entraînant une autre, toujours plus loin, le téléphone portable commençait à faire effet. Je la sentis s'alanguir peu à peu, oui, elle se mit à respirer plus fort d'une façon caractéristique, sans plus m'opposer de réelle résistance, en s'offrant insensiblement à la caresse de son téléphone portable et... Une chose vicieuse en entraînant une autre encore plus salace, ses cuisses s'écartant tout à fait comme une aubaine à formuler, une incitation à aller plus loin. J'enfonçais la tête du Nokia dans sa jante fente, je l'enfonçais doucement et le fis ressortir, l'enfonçais plus loin et encore un peu plus loin. Et une chose salace en entraînant une autre, franchement lubrique, l'essence de la téléphonie mobile faisant son œuvre, j'enfournais carrément son téléphone portable dans son antre, hop, le téléphone tout entier, gloupe la coque et l'écran et le clavier, zou le lucarent bien profond et les laissant, ce qui lui arracha pas, un profond gémissement. Un soupir tout à fait significatif, bonté divine. « Ne bouge pas !» m'écriai-je, hilar et troublé. « Ne bouge surtout pas !» D'un bond, j'allais chercher mon propre téléphone portable et, me plantant devant elle, qui, splendide animal, molle et pantelant, fermait les yeux sur le lit et souriait d'aise tout en pouffant de rire, je composais son numéro. Un temps. Puis... j'entendis sonner et vibrer son téléphone portable en elle. J'entendis étouffer, mais parfaitement reconnaissable, les premières notes de foule sentimentale montées de sa caverne d'Ali Baba. Oh là là, la vie en rose, comme émise soudain de sa grotte rieuse, on nous Claudia Schiffer, et ce fut indicible. On a soif d'idéal, c'était vertigineux. Oh la foule sentimentale, comment dire, c'était fou. Ce n'était plus dans ma tête que trottait la musique. Et devant moi, Fanny s'alanguissait à chaque fois que vibrait son téléphone portable. Elle le sentait très bien vibrer en elle. Elle répondait chaudement à son appel. Une fois, deux fois, trois fois. Chaque vibration excitait davantage ses terminaisons nerveuses. Elle les connectait à son grand réseau interne, au point qu'elle ne pouvait s'empêcher d'avoir du plaisir et de rire en même temps. Elle éclatait de rire en se cachant le visage. Dans ses mains, tout entières livrées à son téléphone chéri, livrée au dieu vibreur, me traitant en criant de grand malade. On a soif d'idéal. Oh, le mal qu'on peut nous faire. Avant de sentir les vibrations, lui envoyait de nouvelles ondes de plaisir, tandis que je lui rigolais au visage. Bah alors, tu ne décroches pas? Hey, tu as un appel, décroche, bon Dieu. C'est peut-être important, c'est peut-être grave. Hey, c'est peut-être Alain Souchon. C'est peut-être ta mère. Et elle, mi-morte de rire, mi-morte de jouir, de côté qu'elle ne pouvait pas maintenant, elle était occupée. Moi, de recomposer à toute vitesse son numéro, de rappeler aussi sec pour que sonne et vibre son sexe encore et encore. Et l'oreille machinalement collée à mon téléphone, j'attendais presque que quelqu'un me réponde. Je me disais, et si quelqu'un décrochait, là, tout de suite, contre toute attente? Oui, si sa chatte décrochait. Oh God, mais quel miracle alors, quel vertige sans nom, quelle révélation à annoncer au monde. J'aurais adoré. Je le jure, j'aurais adoré. Cela m'aurait rendu complètement dingue que quelqu'un décroche et qu'une voix me dise « Allô, c'est qui? C'est à quel sujet ?» Quelle voix? Mais quelle voix? Sacrée bonne question.
Mais il n'y avait personne. Il n'y eut personne à l'autre bout du fil. Cela sonna désespérément dans le vide. Monsieur, Oui, excusez-moi, c'est quoi votre inspiration pour écrire ça? Non, mais c'est une vraie question. la vraie vie. Ah, c'est vraiment votre vécu ou c'est... Ouais, c'est qu'on dit ça comme ça, ouais, c'est mon vécu. Tout le monde fait des trucs, non? Pas ça. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais tout le monde fait des trucs. Tout le monde. Il n'y a pas de honte à en avoir. Non, mais c'est un... Oui. Aya? Oui. En fait, quand j'ai commencé à lire votre livre, je me suis demandé si tout était vrai ou il y avait une part de fiction. Tout est vrai parce que je suis partie vérifier des trucs. Par exemple, Picasso, par exemple, au début, quand j'ai mis Picasso comme exemple, je suis partie chercher la photo, je me suis dit, mais c'est vrai. Et puis après, je vous ai vu dans une interview où vous parlez justement de cette scène où vous reproduisez le suicide de Julien. Mhm. Et vous dites que c'est vrai, donc tout est vrai, tout est à prendre pour véridique. Alors, les mots sont trompeurs. Tout est vécu. Tout ce que je raconte a été vécu. Mais qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit. Ça, tu peux dire que c'est vrai. D'accord? Si moi j'écris une bouteille d'Évian, est-ce que c'est pas c'est pas la même vérité? C'est une vérité dans les mots. Donc quand tu dis j'imagine c'est vrai, tu supposes que c'est parce que je l'ai vécu. Tu vois la différence? Je rabats du vécu dans la littérature, sur la page. Et dans ce mouvement-là, il se passe évidemment un mensonge. Il y a forcément un mensonge. Ben oui, parce que tu bascules d'un plan réel à un plan qui est celui du langage, par exemple. Mais si ta question, c'est de savoir est-ce que tout ce que je raconte, je l'ai vécu, je te dis oui. Voilà. Ce qui est fictif, ce serait l'écriture, ce serait mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Voilà. La question, c'est ce que j'ai commencé le texte, la lecture, par dire que chacun tente de dire ce qui, ayant été vécu et éprouvé personnellement, tente de le dire, tente de l'écrire, tente de mettre des mots. C'est ça le mouvement de l'écriture. Tu as vécu quelque chose, tout le monde a vécu des choses. Et des choses qui, pour lui, sont importantes. Même si on peut considérer que ça ne concerne que toi et que ça ne dépasse pas, en fait, ta propre petite vie, un atome perdu parmi des milliards d'autres. D'accord. Mais à l'intérieur de cette expérience, qui est une expérience unique, puisque tu es à ta façon unique, tu es absolument commune et en même temps unique. Cette expérience-là, elle concerne tout le monde à partir du moment où tu la saisis dans ce qu'elle a de plus vrai en toi. Et cette vérité-là, tu peux la partager. Tu ne vas pas partager toi, c'est pas toi que tu vas partager comme si tu étais plus singulière ou plus exceptionnelle que n'importe qui d'autre, mais c'est quelque chose que tu as éprouvé, ressenti et dont tu as attrapé la vérité. Ça, tu peux le communiquer aux autres parce que ça intéresse tout le monde. Voilà. Donc la question, c'est toujours comment est-ce qu'on peut raconter la réalité de ce que... La réalité tout court. Enfin, la réalité, celle que nous... C'est plus facile de partir de soi, de ce que l'on connaît. Moi, quand je commence un livre, j'arrive après, je sais pas, 5000 ans de littérature, on va dire, depuis Homère. À quoi bon continuer d'écrire? Enfin, tout a plus ou moins été dit déjà. Mais en fait, quand je commence, je considère que je suis le premier écrivain sur Terre parce que personne n'a jamais raconté ce que je vais raconter. Parce que ça m'est arrivé. Vous prenez des sujets un peu, on va dire un peu trash, parfois, et des sujets un peu graves, et c'est ça qui Oui, mais parce que je pense que la vie est constituée de tout ça, de drôlerie, de trash, de tragique, de légèreté. Ce que je trouve compliqué dans la littérature, c'est quand ça produit une représentation univoque du réel. Alors, par exemple, c'est super sérieux et grave. Ou alors, c'est juste léger et divertissant. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que nous vivons les choses. Et on peut, dans le même mouvement, je sais pas,
rire et pleurer d'une même chose. Parce qu'on n'est pas univoque, on n'est jamais univoque, on est plein de choses à la fois. Et moi j'essaie juste de restituer cette gamme-là de sensations qui me semble être cruciale à faire passer et à défendre même. Pour ne pas être enfermé justement dans juste un élément, un mode de représentation. L'important, c'est de casser les modes de représentation. Nous vivons tous dans un mode de représentation. Nous avons tous une représentation du monde que nous ne contrôlons pas, que nous oublions. Enfin, voilà. Et il faut l'interroger en permanence, de façon à gagner des degrés de liberté sur soi et sur son environnement. Juste une petite question. Qui parle? Oui. Vous avez quel âge au moment de cette scène? Enfin, au moment de... Alors, moi, je te réponds si tu me dis en quoi ça t'importe. Bah, c'est pas que par la curiosité en fait, c'est juste parce que, je sais pas, j'ai envie de savoir, c'était quel moment dans votre vie, genre? C'était dans les 10 dernières années. Ok. Moi, je peux commencer. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que M, c'est un personnage ou c'est le sentiment aimé? J'ai pas bien compris en fait. M, c'est d'abord un personnage, mais c'est quoi? Enfin, c'est d'abord une personne. Faisons attention à ce que l'on dit. Donc, c'est quelqu'un qui existe, qui s'appelle M. Mais qui es-tu? Moi? Oui. Moi, je m'appelle Walid. Oui, mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Bah, rien de spécial, je sais pas. Ah oui, bah c'est juste mon prénom. Voilà, c'est ton prénom. Ouais. Mais on peut imaginer que ton prénom ne te résume pas tout entier. Voilà, bah, c'est pareil. M, c'est à la fois la personne et c'est tout ce que l'on peut mettre, tous les sentiments ou tous les événements. C'est une espèce de mot valise qui permet d'appréhender le monde à travers cette personne, sans la réduire évidemment à ce qu'elle serait, par exemple à son prénom. Voilà. Il n'y a rien de plus limitant que de... Même si c'est structurant, et c'est important d'avoir un nom et tout ça, mais se réduire à ce nom-là, moi je ne voulais pas réduire la personne à ce nom-là, parce que la personne était beaucoup plus vaste que son nom. Voilà. Mais en fait, c'était une femme qui a fait partie de votre vie ou c'est juste une personne que vous avez pris pour exemple dans le livre? Non, c'est une femme que j'ai aimée, et voilà, elle a un amour important dans ma vie, oui, très important. Merci. Alors, puisque le micro vient à moi, sans que j'ai demandé... Ah, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question parce que vous commencez vos extraits par des niveaux. Oui. Et j'aimerais savoir, en fait, à quoi ça se rapporte. Alors, je voulais... Donc, les livres, hein, il y a des chapitres. Et moi, j'avais... comment dire ça? Il y a la volonté de ce que je disais tout à l'heure, de sortir de la représentation. Un livre, c'est quoi pour vous? Voilà, on pourrait commencer comme ça. Un livre, c'est, je sais pas, on va dire comme ça, grosso merdo, ça fait 200-250 pages, il y a des chapitres, c'est bien écrit, il y a des personnages, il y a une intrigue, il y a un sujet, aujourd'hui plutôt de société, et puis voilà. Et un bon livre, c'est un bon sujet de société, c'est une belle écriture, un peu d'émotion. En fait, tout ça, ce sont des conventions. Elles ont leur raison d'être, ces conventions. Elles viennent de loin, il y a toute une trace historique qui font qu'on en arrive là. Il n'en demeure pas moins que ce sont des conventions. Donc, d'une certaine façon, c'est un mensonge. Et, comme je le disais au début, faire obstruction au mensonge. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, peut-être à cause de Madame Partout, si vous vous rappelez. Donc, comment atteindre quelque chose qui soit non pas de la qualité de représentation, c'est-à-dire du bien dans du mensonge. Je prends un exemple plus facile. La musique. Je pense que vous écoutez tous de la musique.
Est-ce que vous écoutez de la musique ou est-ce que vous écoutez des produits musicaux? De la musique. Comment est-ce que vous distinguez un produit musical, c'est-à-dire quelque chose qui a été fabriqué avec des intentions pour plaire à vous, par exemple, en tant que clientèle et consommateur, avec ce qui pourrait s'appeler de la musique? C'est compliqué de savoir ça. Vous pouvez aimer des musiques uniquement parce qu'elles vous ciblent en tant que produit. Et vous allez avoir le sentiment de dire « moi j'aime cette musique ». Peut-être qu'à ce moment-là, vous ne parlez pas de musique. Vous parlez de l'industrie musicale et de produits qui sont fabriqués un peu pour vous. Et c'est compliqué de trouver son chemin musical à travers une industrie qui vous submerge de produits musicaux. La littérature, c'est pareil. Comment faire de la littérature à l'intérieur d'un système qui propose énormément de produits littéraires? C'est un enjeu personnel, hein, enfin, politique, personnel. Moi, je n'ai pas envie de faire du produit. Je trouve que l'activité d'écrire, l'histoire du livre, fait partie des activités les plus hautes, comme la musique, comme la peinture, comme tous les arts, mais la science aussi, de l'espèce humaine, et que la réduire à un marché est une catastrophe pour nous tous. J'ai arrêté de dire des conneries maintenant, mais le projet, c'est être un peu plus vrai. Pas se laisser juste prendre dans le flux de la consommation, qui est extrêmement agréable. Il y a des trucs très bien qui sont fabriqués, qui sont très bien foutus, hein. Mais dans ces cas-là, on ne parle pas de musique, ou on ne parle pas de littérature, on parle de produits. Et la question, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on sort d'un produit. Et vous parlez de convention, vous avez lu un extrait tout à l'heure où vous parliez des essais de Montaigne, évidemment, mais comment vous vous placez, vous, avec ce projet, cette entreprise-là du dossier M, dans les conventions, soit du pacte autobiographique ou de l'autofiction? Qu'est-ce que vous avez tout à l'heure répondu à une question qui indique bien votre projet, mais comment vous composez avec ça? Par exemple, vous n'utilisez pas le jeu, vous utilisez le nous, le tu. Comment vous jouez avec ça, et quel a été un peu comment vous vous placez en fait dans ces sillons-là? J'essaie d'abord de profiter. En fait, ce sont des questions qui viennent après, étrangement. Quand je dis que... En fait, c'est très simple. Moi, j'ai une histoire à raconter. Je sais que j'ai une histoire à raconter. Et j'ai mis très longtemps à pouvoir commencer à la raconter. Comme, je ne sais plus, la personne tout à l'heure disait, ça commence d'abord... L'histoire se termine par un suicide. Et pendant plusieurs années, je n'ai pas su comment raconter cette histoire. D'abord parce qu'elle me dépassait. Elle était trop... Ouais, elle me dépassait. Je n'avais pas les moyens intellectuels, psychiques, de la maîtriser, de la mettre sur le papier. Mais en tous les cas, toutes ces questions de genre, alors autofiction, roman, etc., ne m'intéressent absolument pas. La seule question... Oui. Inconsciemment ou pas, vous jouez quand même avec ces règles-là. Non, mais je connais le contexte dans lequel j'écris. Mon premier bouquin, c'était en pleine vogue d'autofiction. Rapport sur moi. Voilà. Je fais une autobiographie express, c'est-à-dire que ma petite conscience politique fait que, pour ceux qui le liront ou pas, enfin en tous les cas, il y a un prologue. Le livre commence par un prologue sur Picasso, sur une histoire de Picasso, et je dis, moi j'aurais absolument j'aurais pu raconter une exofiction, ce qu'on appelle aujourd'hui les exofictions, c'est-à-dire vous prenez un people, et puis vous en faites le personnage d'un livre. 70% de la précédente rentrée littéraire, ce sont des exofictions. C'est là où je dis qu'il y a un marché. Nous pensons lire des livres, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a une industrie, il y a des modes, il y a des conventions, et aujourd'hui, on est vraiment dans une mode de l'exofiction, qui est complètement liée au people, hein. Enfin, c'est la peopleisation de la littérature.
Donc, moi, je sais que je ne veux pas faire ça. L'un des premiers mouvements, en fait, pour écrire, pour faire quoi que ce soit, je crois, c'est d'abord savoir ce qu'on ne veut pas faire. Mais il va falloir faire quelque chose. Hein, voilà. Donc après, une fois que j'ai attrapé, enfin, qu'il s'est retrouvé, que j'ai fait la reconstitution du suicide, ça, je pouvais le raconter. Et à partir de là, ça a été comme de l'improvisation. En essayant de tenir à chaque fois tout. Enfin, c'était très musical. C'est pour ça que le livre, moi, j'avais pas du tout prévu de faire 2000 pages, encore moins un site. Enfin, c'était vraiment pas du tout. J'étais comme Anne le rappelait. J'ai fait des livres de 150 pages avant. Enfin, mais le truc est venu comme ça. Et moi, je pense que les arts sont d'abord un lieu de liberté. Ce ne sont pas un lieu de contrainte, ce ne sont pas un lieu de rentabilité ou d'efficacité, c'est d'abord un lieu de liberté. Cette liberté-là, elle est juste tenue par quelque chose qui est de dire, mais pas me faire chier, pas faire chier le lecteur. C'est-à-dire, il faut que ce soit intéressant, il faut que la personne ait envie de tourner la page pour savoir ce qui se passe après, et que pendant 2000 pages, il y ait suffisamment de souffle pour qu'il se passe quelque chose. Donc après, il s'agit de mettre de l'intensité, d'être, je sais pas, d'avoir la conscience de faire quelque chose qui soit intéressant. Voilà. C'est pas écrire pour écrire, c'est il y a des choses à dire et il faut les mettre en scène. Ça, il faut bosser pour les mettre en scène. Alors justement, parce qu'il y a une partie de ce que je voulais vous demander, à quoi vous avez déjà répondu, mais à quel moment on décide de mettre un point final au premier tome et puis qu'on décide de continuer et de mettre un deuxième point final? Quand on part dans une improvisation, il y a quelque chose d'un petit peu énigmatique dans le moment où on se dit ça y est, c'est terminé. Je suppose que contrairement à l'improvisation musicale, là il y a une relecture, plusieurs, qui permettent d'agencer un peu tout ça pour qu'il y ait cette intensité. À quel moment vous avez décidé de compléter ça pour en faire un site? Pourquoi? Et puisqu'on y a accès, si vous êtes d'accord pour nous montrer, pour naviguer un petit peu dans ce site et nous montrer peut-être un ou deux éléments. Enfin, voilà, une fois que le flux est parti, alors c'est une chose, mais ensuite, comment ça se passe? Ça s'est pas passé comme ça. L'histoire du site, c'est... donc, l'écriture du livre m'a pris un peu plus de 5 ans. À raison de, je sais pas, moi je travaille, et puis je rentrais, et puis après c'était, je sais pas, de 9h du soir jusqu'à 3h du matin. Tous les jours. Mais parce que plaisir, bonheur, enfin, envie, enfin voilà, dès qu'on fait un truc qu'on aime, c'est pas du travail, c'est autre chose. Bon, bref. Et je me suis lancé, et évidemment, au bout d'un an, j'ai bien vu que je commençais à avoir 500 000 signes, que j'étais déjà à 500 pages, et que moi j'avais un plan. Je suis parti, c'est comme les musiciens de jazz, quand ils improvisent, ils ont une trame. Ce qu'ils vont mettre à l'intérieur de la trame, ils savent pas du tout. Mais ils savent en quelle clé ils partent, et puis ils savent à peu près là sur tel temps, et puis jusqu'où ça va aller, et puis après ils vont aller jusqu'au bout de ça. Donc moi je savais, j'avais à peu près 15 grandes scènes. Voilà, 15 étapes, je savais que je devais parler de ça, du suicide de Julien, de la scène dans la rue Tronchet, enfin voilà, j'avais 15 scènes. Voilà, c'était simple. Il suffisait juste, 1, de les raconter, et 2, d'aller de l'une à l'autre. Et il se trouve que quand j'allais de l'une à l'autre, ça me donnait envie de parler d'autre chose, et théoriquement, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que l'art de la digression est toléré, mais vraiment à minima, et parce que, évidemment, le texte grossit incroyablement. Donc je me suis retrouvé assez vite en sachant que j'allais avoir 2 millions, 4 millions de signes, et tant pis. À ce moment-là, je me suis dit, fuck, tant pis, moi je continue mon truc, je vais aller jusqu'au bout, et puis on verra à la fin. Et si pas un éditeur le prend, et ben tant pis, moi j'aurais fait mon truc. Et alors l'éditeur, justement? Et alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu terminé, je savais comment je devais terminer, voilà, ça a été fini, je me suis retrouvé avec 4 500 000 signes. Et là, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'il sorte quelque part, ce putain de bouquin. Voilà. Donc, je l'ai relu en me disant que j'allais couper.
Et le truc était tricoté de telle sorte que vous ne pouvez pas couper sur une improvisation. Vous ne pouvez pas, parce que tout s'effondre. Donc je n'y arrivais pas. Et j'étais en Bretagne à ce moment-là, et non, je me couche, j'étais furieux, voilà. Et là, j'ai eu l'idée du site. C'est-à-dire que je n'allais rien couper, mais il y avait un certain nombre de choses que je pouvais exporter sur Internet, de façon à alléger un tout petit peu le texte. C'est-à-dire que, du coup, par exemple, la première extension, si on la regarde, c'est un livre entier, en fait. Si vous regardez, c'est un livre entier. Ça fait à peu près... Et d'ailleurs, je crois que vous aviez l'intention de la publier sous forme de livret, c'est ça ? De faire une sorte d'édition de poche sous forme de petits livrets. Si possible, on va voir ce qu'il est possible de faire après. Voilà. Mais par exemple, moi, à un moment donné, je parle des méfaits. Alors c'est rigolo parce que les Gilets jaunes ont mis ça complètement d'actualité, mais de ce qui s'est passé, je suis assez vieux pour voir ce qui s'est passé depuis les années 80, et comment l'ultralibéralisme a complètement démantelé les relations sociales, humaines, structurelles de la société. Et j'en parle évidemment dans le livre, et j'en parle aussi à travers ce qui s'est passé sur le rugby. Moi j'ai fait du rugby quand j'étais jeune, et j'ai vu comment l'ultralibéralisme, qui ne dit pas son nom, a complètement dézingué le rugby français. Et là, j'ai quasiment un vrai petit traité de rugby. Donc, je crois que c'est la 2. Non, ça va être la 3 alors. Voilà. Donc là, vous avez un... Donc voilà, tout ça c'est sur le rugby. Alors il y a du texte et aussi des photos et des enregistrements aussi, c'est ça ? Oui. Donc il y a, voilà, donc par exemple... Mais par exemple, vous trouverez une émission où on entend une classe réagir qui vient de regarder le film avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert qui s'appelle La Cérémonie, qui est un film de Claude Chabrol, et on entend l'émission, et c'est saisissant, franchement, comment les jeunes d'une classe de lycée, je crois, ne voient pas la dimension sociale. Si vous avez vu ce film, enfin, je vous laisse découvrir à la fois le film, l'émission, l'extrait d'émission, parce que c'est un film où quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui a été accueilli dans une famille bourgeoise, finit par tuer les gens de cette famille. Et c'est lié au fait qu'elle ne sache ni lire ni écrire, et à la violence que c'est pour elle de ne pas savoir lire et écrire dans la société d'aujourd'hui. Et les jeunes ne voient pas la dimension, enfin les jeunes de cette époque et dans cette classe en tout cas, ne voient pas la dimension sociale, politique du film de Chabrol, et disent en gros, on comprend pas, on lui a proposé d'apprendre à lire et à écrire, on lui a même proposé de passer son permis de conduire, pourquoi est-ce qu'elle les tue ? Et ils voient pas ils voient pas que la violence, elle va dans les deux sens, et qu'il y a une violence de la société, il y a une violence de la bourgeoisie. Et rien que ça dit quelque chose du réel, de l'état du monde. C'est pour ça que j'ai parlé d'une sorte, dans ce livre, le dossier M, que j'ai lu et dont j'ai pratiquement marqué toutes les pages d'une croix. Je vais vous montrer le résultat de ma lecture, ça donne ça. Le livre 2 surtout. Donc ça, il y a 3 colonnes de pages auxquelles je voudrais me reporter. Alors j'ai fait ça parce que j'avais prévu de faire un entretien avec Grégoire Bouillet pour un numéro que... D'ailleurs cet entretien, il a eu lieu. Mais vous voyez, c'est un livre qui vous accroche, qui vous réveille, qui vous dit ah bah oui, ça j'avais pas pensé, ah bah oui, ça c'est vrai, profiter, ah bah moi je le dis, bah je le dirai plus parce que j'ai pas envie de profiter comme ça, justement. Moi je gère pas, et moi ça m'énerve qu'on gère, et surtout qu'on gère à ma place surtout. Mais en tout cas,
J'ai dit encyclopédie du moi, c'est vrai, tout est vécu et tout est vrai donc dans ce qui est écrit, mais encyclopédie du monde aussi. Hein. Il y a vraiment une dimension sociale, politique qui est très intéressante. Je vous suggère, parce que Judith me fait signe que l'heure tourne, qu'on aille tous déjeuner au buffet et que vous puissiez poser vos questions à Grégoire Bouillet directement pendant le déjeuner. Attendez, avant de vous lever, s'il vous plaît. Si le livre vous intéresse, il y a quelques exemplaires rares à vendre. Je suppose que Grégoire Bouillet sera d'accord pour vous le dédicacer. Et puis, évidemment, on pourrait encore faire continuer largement cet entretien, mais beaucoup ont cours et vous pouvez poser vos questions. La prochaine rencontre aura lieu le 12 mars avec Laurent Desmoulins et ce sera une rencontre animée par Valérie Stiénon. Juste un petit mot, le site est gratuit. N'importe qui peut y aller, télécharger les textes, c'est gratuit. Merci beaucoup à Grégoire Bouillet, merci.